Du Congo, le ministre de la Santé a dans son message à l'occasion de cette journée informé l'opinion congolaise de l'introduction dans les prochains jours dans notre pays du vaccin contre le paludisme tel que recommandé par l'OMS. L'élection des sénateurs et des gouverneurs jour J-2 et justement en rapport avec ces élections, les membres de la société civile ainsi que ceux de l'Union au Sacré ont fait bloc pour dire non aux anti-valeurs. Reportage. Une marche de dénonciation du comportement peu orthodoxe des députés provinciaux lors des élections des membres du bureau définitif de l'organe délibérant du Kassai central a été organisée ce mardi 23 avril 2024 par les partis politiques membres de la plateforme de l'Union sacrée de la Nation à côté de ceux de l'UDPS Tshisekedi Fédération des Kananga. Parti du rond-point Notre-Dame jusqu'à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale du Kassai central, cette marche s'est terminée dans le calme après lecture du mémo déposé entre les mains de l'honorable président du bureau de la première institution du Kassai central, dans lequel mémo, l'attitude mesquine de certains députés provinciaux et de leurs mentors ayant prêté leur flanc à la corruption a été dénoncée sans embâche, tout en les mettant en garde contre ce qui pourrait être considéré comme une trahison à l'élan démocratique devant doter notre province des gouverneurs et vice-gouverneurs dignes, mais aussi des sénateurs vertébrés. Les députés ont été invités à mouiller plutôt leur maillot pour l'émergence du Kassai central, et non le contraire. Dénonciation dénonce les comportements des députés provinciaux du Kassai central, caractérisés par la corruption lors des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée en date du 19 avril 2024. Le même comportement criminel s'est déjà planifié pour être exécuté lors des élections prochaines du gouverneur et vice-gouverneur ainsi que les sénateurs. En tant que parti prônant les valeurs morales, nous ne pouvons laisser un seul instant aux corrupteurs ou aux corrompus de désorienter les choix judiciaires des grands électeurs et ternir l'image de notre pays. Bonne nouvelle pour les victimes des crimes commis en Ituri lors de l'attaque du village de Bogoro. Une enveloppe d'$1 million américains a été disponibilisée pour la réparation. Une délégation de la CPI l'a dit au gouverneur militaire. Reportage Junior Selemani. La justice et la réconciliation, deux approches non militaires utilisées couramment par l'administration militaire de l'Ituri. Cette méthodologie porte déjà ses fruits au bénéfice de la population iturienne. Plus ou moins 300 victimes de crimes dans l'affaire Germain Katanga bénéficient d'un fonds de réparation après la sentence de la Cour pénale internationale. La nouvelle est tombée mardi 23 avril à Bunia. Selon les représentants du bailleur de fonds au profit des victimes dans l'affaire Germain Katanga, commis le 24 février 2003 à Bogoro, le gouvernement congolais représenté par le professeur Taylor Lubanga, chargé des suivis de la coopération avec la CPI, a salué cet appui pertinent de la Cour pénale internationale. Il faut aussi imaginer sur un système, un paradigme préventif susceptible d'arrêter la guerre, d'arrêter les massacres. Parce que les massacres ne sont pas que les massacres nationaux, il y a aussi des massacres internationaux. Pour le lieutenant général Luboyanka Shomadjoun, commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, cette action de la justice est un signal fort pour dire qu'aucun crime commis en Ituri ne restera impuni. C'est vraiment un signal pour que tous ces criminels-là, chaque fois nous avons toujours un message pour eux, c'est que nous restons focalisés à la punition. C'est soit judiciaire, et si ce n'est pas judiciaire, ce sera militaire, donc ce sera la neutralisation. Notons que cette réparation va aider les victimes à reconstruire leur domicile, payer la scolarité de leurs enfants, booster l'économie et par ricochet réparer les drames commis dans leurs entités en vue de répartir sur de nouvelles bases de paix telles qu'est prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Nord Kivu, une caravane de sensibilisation des masses a été organisée, question d'interpeller sur les abus et harcèlements sexuels dans les zones autour du chantier frontalier. Reportage. Des journées de sensibilisation des masses sur la prévention des exploitations, abus et harcèlements sexuels dans les zones autour des chantiers de la Petite Barrière. Action menée par les projets de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL,
avec l'ONG Il-Africa. Les activités qui ont débuté par la caravane au quartier Mapendo dans différentes avenues, à la Petite Barrière, au rond-point Birere et au marché KMB. Le chargé de communication PFCGL, Pepe Mikwa, a indiqué que les abus et harcèlements ne sont pas tolérés sur les chantiers. Le lancement de cette activité d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser toute la communauté autour du chantier du poste frontalier de la Petite Barrière, que les violences sexuelles sont à bannir, que les abus sexuels sont punissables et à bannir, et que les harcèlements sexuels ne sont pas tolérés. La population applaudit à deux mains cette sensibilisation qui, pour elle, vient à point nommé. La deuxième journée à la paroisse CBK Birere a consisté à la sensibilisation des leaders communautaires, comme les rapportent ici les points focaux protection de Il-Africa. L'activité d'aujourd'hui consistait à sensibiliser les leaders communautaires pour qu'ils s'engagent et qu'ils s'approprient la lutte contre ces AS. Les leaders communautaires s'engagent à transmettre les messages à la communauté. Vianney Kassika Elende. Nous allons continuer à faire la sensibilisation à la matière qu'on vient de nous donner et nous allons multiplier beaucoup d'efforts. Africa accompagne les projets de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL, dans son volet de prévention des abus, exploitation et harcèlement sexuel. Direction Kalemi dans le Tanganyika où s'est clôturé un atelier consacré au rapport ITIE 2020-2021. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Il s'agit d'un atelier de dissémination du rapport ITIE 2020-2021 et ses compléments sur les rapports artisanaux, cuivre, cobalt, 3T et or, lancé à Kalemi le jeudi 18 avril par le ministre provincial du plan Dieudonné Massol Mouzang. Cet atelier qui rentre dans le cadre du projet COREF encore, financé par la Banque mondiale, regroupe les représentants des entreprises minières, la société civile, les animateurs des ETD, les services d'assiette et autres services de l'État. Cet atelier de dissémination permettra d'accroître la transparence ainsi que la redevabilité à travers l'utilisation des données publiées pour lutter contre la corruption ainsi que promouvoir le développement durable. Facilité par le chef d'antenne sud de l'ITIE Grand Katanga, M. Patrick Katuta et d'autres experts, les participants ont eu une bonne occasion d'échanger autour des valeurs positives multidimensionnelles sur la mission de l'ITIE, dont la province du Tanganyika est parmi les entités concernées par l'initiative en tant que contribuable sur l'économie nationale. Dans nos rapports 2020 et 2021, vous allez voir comment est-ce que la province du Tanganyika, avec son exploitation minière artisanale, est en train de contribuer tant soit peu aussi à l'économie nationale. Durant 3 jours, les échanges se sont articulés autour des rapports ITIE 2020-2021, le rapport artisanal cuivre et cobalt, ainsi que celui qui cadre avec les 3T et or. C'était également un moment propice pour les parties prenantes de formuler des recommandations sur la bonne coordination des activités minières pour une bonne traçabilité, à même de garantir un bénéfice équilibré à toutes les parties. Élection des sénateurs et gouverneurs, la vision Fachi rénovée appelle les élus provinciaux à un choix judicieux des animateurs de la province du Haut-Katanga. On en parle dans ce commentaire de Cédric Kenila. Les auditions des candidats aux élections sénatoriales et de gouverneurs de province prévues ce 29 avril 2024 ont démarré ce jeudi 25 avril sur toute l'étendue du territoire national. Devant les députés provinciaux réunis en plénière, chaque candidat s'est vu attribuer 45 minutes pour convaincre les députés provinciaux appelés à choisir les élus des élus et le prochain gouverneur de province. Pour les auditions de ce jeudi à l'Assemblée provinciale d'Ilo-Alaba, ici, elles sont reparties en 2 séries, dont la première, constituée de 7 sur les 10 attendus, a été face aux élus provinciaux afin de solliciter leur voix. À Bouta, dans le Bazouélé, les affiches et autres panneaux ont envahi l'espace de cet organe délibérant avec les effigies des différents candidats à ces élections. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un candidat s'est démarqué par son programme de gouvernance. Eugène Diomindongala annonce qu'il sera le gouverneur de Kinois pour le bien-être des Kinoises et des Kinois. Une fois élu gouverneur, il va exécuter son programme axé sur la lutte contre l'insécurité par la création d'une véritable police dite de proximité afin de mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Au Kasaï central,
9 challengers dont 4 femmes sont alignés dans cette course électorale. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, les candidats sénateurs et gouverneurs ont commencé à battre campagne. Tour à tour, ils ont présenté leurs projets devant les députés provinciaux. Cependant, un important dispositif sécuritaire est mis en place par la police nationale congolaise pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale. La centrale électorale, par le biais de son président, Denis Kadima, souhaite que les élections des sénateurs et de gouverneurs ainsi que de vice-gouverneurs prévues ce 29 avril se déroulent dans la transparence. Denis Kadima s'est exprimé ainsi ce mercredi 24 avril à Kananga, au Kasaï central, où il a demandé aux candidats et aux électeurs qui sont les députés provinciaux de ne pas se verser dans la corruption. Constater que la campagne a déjà commencé et les candidats gouverneurs mais également sénateurs ont 48 heures pour convaincre les grands électeurs. Justement, en rapport avec les élections de ces sénateurs et députés et gouverneurs, la vision Fachi rénovée appelle les élus à faire un choix responsable par rapport aux animateurs de la province du Haut-Katanga. C'est Cédric Kenina qui commente cet élément. C'est une semaine décisive en RDC. Le 29 avril prochain, les députés provinciaux vont élire les sénateurs, les gouverneurs de province et vice-gouverneurs dans toutes les 26 provinces qui comptent notre pays. Occasion propice pour Vision Fachi rénovée, une structure qui soutient les actions du président Tshisekedi et que dirige Kalimboui à sensibiliser les élus provinciaux à faire un choix judicieux pour l'éclosion des provinces. À titre exemplatif, le numéro 1 de Vision Fachi rénové, Kalimboui, demande à ses électeurs de renouveler leur attachement et confiance au ticket gagnant de l'Union sacrée de la Nation, représenté par les duos Jacques Kaboula Katoué et Martin Kazembe pour la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Kaboula qui rempile à nouveau à ce poste pour pérenniser les actions déjà amorcées au quinquennat passé et que Vision Fachi rénové, son leader Kalimboui, veulent s'inscrire dans cette continuité du pouvoir dans la province UPRIFER. Entre programmes, attentes et défis à relever, le mieux serait de consolider les acquis et se projeter pour un avenir radieux, insiste la structure Vision Fachi rénovée. Pour l'heure, les élus provinciaux sont devant leurs responsabilités et devront donner au pays des gouverneurs dignes de ce nom qui vont à ce point redorer les blasons longtemps ternis par la mauvaise gouvernance des provinces. Soulignons par ailleurs la victoire confirmé comme nouveau président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga de Michel Kaboué, lui un membre influent de la plateforme politique présidentielle, l'Union sacrée de la Nation. Lutte contre la malnutrition dans le Kwilu, une société agricole vient de voir le jour. Elle est située à Mouchi, à 25 km de la ville de Bandundu. Le gouverneur de la province a visité cette nouvelle société dénommée Cap Congo. Découvrons-la dans ce reportage. Quelques minutes après son arrivée dans son cabinet de travail ce mardi, le gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, a fait le terrain en prenant la direction du village Mouchipentan, village situé à près de 25 km du chef-lieu de province, pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet Cap Congo. Pendant le parcours, le cortège du gouverneur Félicien Kiwai s'est d'abord arrêté dans une carrière de la latérite au village Bonkoulou, où il a eu des explications auprès du directeur technique de l'office des routes qui lui accompagnait, l'ingénieur Patrick Monsengo, sur la qualité du sol qui sera utilisé dans quelques jours à Bandundu-Ville pour les rechargements en latérite de quelques artères principales de la ville. Arrivé au site de Cap Congo, un méga projet de 10 ans qui lutte contre la malnutrition et le chômage, les patrons du Kwilu a visité les installations du Cap Congo qui est dans sa phase d'implantation. C'est avec une note de satisfaction que le gouverneur Félicien Kiwai a quitté. Notez par ailleurs que le projet Cap Congo a 200 000 hectares de terres arables concédées par le gouvernement provincial du Kwilu à exploiter et pendant 10 ans. Et non loin de là, dans le Maïndombe, le premier président de la Cour d'appel a renouvelé son serment le lundi dernier. D'autres détails, c'est dans ce commentaire.
Monsieur Willy Sakanda Ndjembo Tchakulu a renouvelé son serment en qualité du premier président de la Cour d'appel du Mai-Ndombe hier lundi 22 avril 2024 dans la salle des cinquantenaires de Sœur Immaculée Conception à Inongo dans la commune de Bonsé. Cette cérémonie solennelle a eu lieu en présence de Madame la gouverneure Rita Boladoula, des membres du comité de sécurité, des autorités politico-administratives et de la société civile. Après sa présentation, il a géré en ces mots. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. C'est la toute première fois depuis 2018 qu'une audience solennelle de prestation de serment de telle qualité haute en couleur est liée dans Mai-Ndombe. La concertation, la confiance et l'infrastructure sont des points stratégiques qu'il compte arrêter pour réussir son mandat. De probité et d'intégrité, nous conduirons à prendre conscience de cette charge que nous avons pour mener à bon port la construction d'une justice fondée sur la notion de l'équité ou le rayonnement d'une cour d'appel respectée et respectable. Il s'y a de signaler que l'actuel premier président vient de la Cour d'appel du Congo central et remplace le président Willy Selikebile et il est le 4e premier président de la Cour d'appel de Mai-Ndombe. Équipement pour améliorer les conditions de travail au niveau de l'administration du Haut-Ouélé, c'est un don du PNID d'un partenariat avec l'agence coréenne des coopérations internationales. Mamita Bangoulou nous en parle dans ce reportage. Les agences étatiques du Haut-Ouélé, spécialement C de la ville d'Ichiro, chef-lieu de la province, disposent désormais des équipements et matériels appropriés pour mieux faire face aux impondérables de services. Cette initiative de remise des équipements vient concrétiser les programmes globalisés et intégrés de réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation environnementale PIRED. Le projet PIRED est immensément important. Il est réalisé sous bonne couverture du programme des Nations Unies pour le développement PNID, financé par l'agence coréenne des coopérations internationales COICA, le choix de l'esplanade du gouvernorat provincial du Haut-Ouélé. Pour la cérémonie, devant témoins confèrent à cet événement son caractère officiel. Un rapide coup d'œil sur la nature de matériel remis donne la confirmation qu'il s'agit de matériel informatique, équipements énergétiques, photovoltaïques, moyens de mobilité et supports de fonctionnement. À la disposition des services et entités citées constitueront une valeur ajoutée dans l'amélioration non seulement de leur rapport au pied d'Haut-Ouélé, mais aussi dans le travail quotidien au service de la nation. J'invite ainsi tous les bénéficiaires de ces matériels à en faire bon usage pour la réussite totale de ces projets. L'événement est tombé au moment approprié étant donné que le tissu écosystème mondial est caractérisé par des pics de chaleur ces derniers temps, situation qui handicape le bon déroulement du travail, surtout dans l'arrière-pays, ont indiqué le bénéficiaire. Le projet de recherche épidémiologique sur les infections virales et zoonotiques financé par la JICA, jugé satisfaisant, sera bouclé en septembre 2024. Le comité conjoint de coordination de ce projet se réunit aujourd'hui pour présenter les recherches menées et les résultats obtenus. Bobette, Yengali Samba et Pompon Mbongo nous en parlent. Avec le projet de recherche épidémiologique sur les infections virales zoonotiques en Afrique, l'INRB et le Labo VET ont été dotés des appareils appropriés pour des recherches et la lutte contre les maladies virales et zoonotiques. Ce projet, financé par SATREPS à travers la JICA, est salué par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, chef du projet. Nous devons être reconnaissants parce que ce projet a été financé donc par le gouvernement japonais. Et grâce à ces projets, nous avons acquis des équipements et également nous avons eu une formation vraiment très précise sur les méthodologies virologiques et d'autres domaines.
Au cours de cette 5e et dernière réunion du comité conjoint de coordination organisée ce jeudi 25 avril à l'INRB, les activités organisées et les résultats obtenus depuis 2019 ont été présentés. Une satisfaction pour le professeur Hayato Takada de Hokkaido University du Japon. Et par-dessus tout, les projets, nous pouvons dire que c'est réussi et je suis également satisfait des résultats obtenus. Pour le représentant résident de la JICA, il faut déjà penser à une stratégie de sortie pour pérenniser les acquis du projet et maintenir une collaboration entre les instituts de recherche. Parmi les intervenants du jour, le professeur Sheila Hayato et le professeur Justin Masumu. Le mot de clôture a été prononcé au nom du secrétaire général à la santé. Le ministre de la Jeunesse, le docteur Yves Bunkulu-Zola, a inauguré un nouveau bâtiment administratif du ministère de la Jeunesse, nous dit Edith Chala dans ce reportage. Le mercredi 24 avril 2024 restera un jour mémorable pour les agents et cadres du secrétariat général du ministère de la Jeunesse. Un nouveau bâtiment administratif sorti des terres, comprenant un espace de travail pour les jeunes entrepreneurs, a été inauguré en début d'après-midi par le ministre des tutelles, le docteur Yves Bunkulu-Zola. Une double activité parce que l'ancien bâtiment administratif subit lui aussi une bonne cure de réhabilitation. L'objectif du ministre national de la Jeunesse est celui de remettre les fonctionnaires dans un espace de travail aux standards modernes, contraire aux vieux bureaux datés de l'époque coloniale qui étaient dans un état de délabrement très avancé. Cet espace de coworking offrira des bureaux pour sièges de start-up n'ayant pas de siège social. Il faut rappeler qu'au premier jour de son tête-à-tête avec les agents de son administration, sans faire une promesse, le docteur Yves Bunkulu-Zola avait dit comprendre toutes les préoccupations. Depuis son avènement à la tête de ce ministère, il a commencé par l'amélioration et l'augmentation des primes des agents, suivi de la révision du cadre organique vieux de plus d'une dizaine d'années, avant de s'atteler à l'amélioration du cadre de travail et la promotion en grade du personnel selon les statuts. Dans son allocution, Léonard Bokia, représentant de la délégation syndicale, a rendu hommage au président de la République pour son judicieux choix de mettre le docteur Yves Bunkulu-Zola à la tête du ministère de la Jeunesse. Il y a de cela 8 ans que le grand artiste congolais Jules Shungu Wemba Diodi Papa Wemba est mort sur scène loin de la terre de ses ancêtres à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette date du 24 avril ne passe plus jamais inaperçue. Une messe a été dite en sa mémoire. Le récit est de Gaëtan Magalano. La place Monakin de Matungé est transformée en ce 24 avril 2024 à une paroisse à ciel ouvert. Une messe d'action de grâce est dite en ces lieux en mémoire de celui qui était considéré comme le chef du village Molokai, le Kouro Papa Wemba Bakaladia Kuba. Devant le vice-ministre de Mines, bourgmestre de la commune de Kalamo, personnalités politiques et autres, ainsi que la veuve Amazon Maria Rose, l'officiant du jour a fortifié l'assistance. Ensuite, le mot de celui qui était l'ami de Papa Wemba, l'abbé Coco, qui dans ses habitudes a débuté son discours par une chanson. Pour le vice-ministre Godard Motemona, Jules Wemba Dio reste une icône de la musique congolaise. Papa Wemba, d'abord c'est une star planétaire. Papa Wemba c'est une histoire. C'est une histoire de la musique congolaise, c'est une histoire de la jeunesse congolaise. Papa Wemba c'est un tout. Au chapitre de confidence, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, révèle sa dernière conversation avec le Kourou. La veille de sa mort, c'est-à-dire samedi soir, moi j'étais à New York, on a causé le samedi, c'est-à-dire dimanche matin, à 5 h du matin, il est tombé, il est parti. Et j'ai toujours considéré que les stars ne meurent jamais. Mère Frenchen, cette dame connue de Matungé, dévoile dans ces quelques phrases un côté social de Papa Wemba. Na quartier Tolingue fort. Sous si belle saison, l'Afrique a entonné. Ça me le pète amour, on va pays d'Asie. Juste après, le mot de bienvenue a été prononcé par le bourgmestre de Kalamo, Charlie Luboya. Le mot de circonstance Las Belbanakin par son secrétaire général. Ensuite, les 2 pots de gerbes de fleurs devant le monument de Papa Wemba
par l'Asbel Banakin conduite par son président, Godard Motemona. Au chapitre de témoignage, le professeur Mandachebois, Constant Omari, Jado le Cambonnier ont dit c'est lui qui a été Papa Wemba. Une projection d'un condensé des interviews de Papa Wemba et l'exhibition de sa paire a clôturé la rencontre de Matongé. On va rester dans ce domaine pour vous dire que le directeur général du Fonds de promotion culturelle a séjourné à Accra, au Gabon, au Ghana plutôt, où elle a participé au festival du choc des légendes. Barbara Kanam en a profité pour alerter l'opinion sur les violences dont sont victimes les compatriotes à l'est du pays. Le commentaire est de Gaëtan Magalano. La voix de la RDC portée à la 4e édition du festival Choc de légendes à Accra, sous le haut patronage du président du Ghana. Kinshasa, représenté par la directrice générale du Fonds de promotion culturelle. Ici, il est question pour Barbara Moutoun Kanam de partager son expérience sur le rôle de la femme dans l'industrie culturelle en Afrique. Profitant de cette occasion, elle a également alerté l'opinion internationale sur la recrudescence de violences dont sont victimes ses compatriotes dans l'est de la RDC. Je suis passé du micro au stylo, à la signature. On parle beaucoup des mines en RDC, mais la culture est une ressource incroyable parce qu'elle nous permet d'être unis. Elle nous permet d'aller au-delà des barrières. Et donc c'est possible de transformer l'Afrique si nous sommes unis. Et cela vient des femmes. Les femmes ont un rôle prépondérant. Le choc de légende, un festival d'éloquence, d'art et de culture dans un cadre historique qui réunit de personnalités d'exception, d'horizons divers, pour mener une réflexion transversale sur des questions existentielles du monde en vue de valoriser l'esprit humain. Un ouf de soulagement pour la population du quartier Mososo. Nous sommes là dans la commune de Limete. Eh bien, après plusieurs années sans eau de la Régie des eaux, cette population vient de bénéficier d'une unité de production d'eau. Reportage. Trouver de l'eau dans certains coins de la commune de Limete relève d'un parcours de combattant. En réponse à la vision du chef de l'État qui cadre avec les objectifs de développement durable, Dr Mollet, cadre du parti présidentiel UDPS, a volé au secours des habitants de cette municipalité, plus précisément ceux du quartier Mososo, qui vivent un calvaire dans l'approvisionnement en eau potable. Voici plusieurs années. Une unité de production et distribution d'eau potable a été inaugurée par ces bienfaiteurs adeptes du concept « Le peuple d'abord ». L'accès à un des services sociaux de base qui est l'eau. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Si nous n'avons pas de l'eau, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la vie. L'eau c'est la vie. Comme Fatih, quand il va venir la vie en République démocratique du Congo, il prend encore l'engagement de nous donner de l'eau. C'était en présence de notables, le représentant du bourgmestre de la commune de Limete et les membres de l'UDPS. Profitant de cette occasion, Dr Mollet, sous le regard admiratif de cette population, a visité un bien immobilier acquis sous fonds propres au profit des habitants du quartier Mososo. Politique, les parlementaires debout de la fédération de l'UDPS Lukunga se mobilisent pour l'élection du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration lue devant leur siège. À l'Assemblée nationale, l'heure est à la mise en place du bureau définitif. Les regroupements, selon leur poids politique, vont choisir certains d'entre eux pour s'installer à ce bureau. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, de feu Étienne Tshisekedi Moulumba, une composante importante de la vie de ce parti politique, que l'on appelle les parlementaires debout, donne toujours son point de vue en pareilles circonstances. Ces parlementaires debout, faudra-t-il le rappeler, il y en a par dizaines dans chaque fédération, surtout à Kinshasa. Les parlementaires debout de la fédération de Lukunga se sont réunis pour identifier au sein de l'Assemblée nationale le candidat UDPS qui pourrait enfiler l'étoffe du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Pour eux, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu député national, Francis Chibalabala, est mieux placé. Ils se sont retrouvés pour faire une déclaration allant dans ce sens, tout en restant observateurs de la discipline du parti que conduit le secrétaire général Augustin Kabouya. Les parlementaires debout
de Lukunga soutient la candidature de Francis Chibalabala au poste de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale en marge de tractation pour la destination par l'Union pour la démocratie et le progrès social du candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aucun doute que la commission mise en place pour gérer les ambitions au sein de l'UDPS fera œuvre utile en alliant compétences et assises sur le terrain, ont-ils renchéri. La diaspora congolaise se mobilise pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en France, attendu en France en fin d'avril dans une visite d'État. Émile Ngoy Kassongo est l'ambassadeur de France. On l'écoute. De la visite du chef de l'État en France, la diaspora congolaise attend accueillir en honneur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'ambassade de la République démocratique du Congo que dirige le professeur Émile Ngoy Kassongo, qui lors du forum Investir pour l'Afrique explique. Le président Fachi, comme nous les Congolais nous l'appelons affectueusement, c'est un homme qui aime les rencontres, qui porte à cœur la douleur, les souffrances de sa population. Nous sommes tous, lui aussi, de la diaspora. Nous sommes restés longtemps dans ces pays, que ce soit en Belgique ou en France. Et donc, je pense que la diaspora congolaise doit venir pour pouvoir rencontrer le président de la République. D'abord, une diaspora qui est très enthousiaste, qui a hâte de rencontrer son président. Un président qu'ils ont élu massivement ici. Le président a été élu à 85,65% du suffrage exprimé. La RDC et la France, nous avons des relations historiques, même dans des moments extrêmement difficiles que le Congo a connus. La France, la RDC, nous avons un patrimoine linguistique qui est la francophonie. Et la RDC, c'est la locomotive de la francophonie. Et donc, nous attendons quand même un signal de la France, de manière à ce qu'on ne doute pas un seul instant de valeurs qui font que les principes du droit international est respecté. L'occasion propice pour le chef de l'État de communier avec ses compatriotes de la diaspora en passant au crible les questions d'actualité au pays, surtout en ce qui concerne les plans d'action de son second mandat.